L'Union européenne a-t-elle saboté sa propre sécurité en sanctionnant la Russie? Cette question de plus en plus pressante soulève un débat brûlant. Et si la guerre économique lancée contre Moscou, au lieu de l'affaiblir, était en train de miner l'Europe elle-même? Peu osent le dire publiquement, mais ce pourrait bien être le piège dans lequel l'Union, avec une certaine candeur, s'est enfermée. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, Bruxelles a adopté, avec une détermination sans précédent, pas moins de 18 paquets de sanctions contre la Russie. À chaque annonce, l'objectif affiché était clair: affaiblir le Kremlin, tarir ses finances de guerre et forcer Vladimir Poutine à revoir sa stratégie. Mais ce 18e paquet, loin d'être une formalité de plus, a déclenché une onde de choc inattendue, révélant la complexité et la fragilité du système énergétique européen. Dans le sillage de ces sanctions, des ruptures d'approvisionnement brutales se sont produites, notamment en matière d'énergie. Les États membres, jusque-là relativement épargnés par les conséquences directes des sanctions, se retrouvent soudain plongés dans une tourmente où chaque jour d'arrêt coûte cher. Ce n'est plus une question de statistiques, ce sont des usines entières qui ralentissent, voire s'arrêtent, et des familles qui s'inquiètent pour leur avenir. Prenons un exemple concret. Des raffineries européennes, dépendantes du pétrole kazakh transitant par la Russie, sont aujourd'hui à l'arrêt. Ce détail géographique, longtemps considéré comme une simple ligne sur une carte, est devenu un talon d'Achille pour le continent. Les chaînes logistiques, autrefois invisibles et considérées comme acquises, révèlent désormais leurs failles. De l'industrie allemande, fleuron de la puissance économique européenne, aux usines plus modestes des Balkans, tout vacille. Partout, les prix de l'énergie s'envolent. Pour les ménages, cela veut dire des factures de chauffage et d'électricité qui explosent, forçant certains à choisir entre se chauffer et se nourrir. Pour les entreprises, ce sont des coûts de production qui grimpent en flèche, menaçant la compétitivité face à des concurrents asiatiques ou américains. Le spectre de la pénurie plane, alimentant l'angoisse, la colère et une instabilité sociale explosive. On assiste à la résurgence de manifestations dans plusieurs capitales européennes où des citoyens expriment leur frustration face à la hausse du coût de la vie. Soudainement, la dépendance à la logistique russe et kazakhe, longtemps ignorée, s'impose comme une menace existentielle pour le continent. Le danger n'est plus abstrait ni éloigné. Il touche le quotidien de millions d'Européens. Si l'Europe perd l'accès à une énergie abondante et abordable, c'est l'avenir de ses usines, la sécurité de l'emploi et le pouvoir d'achat des familles qui sont en jeu. L'inflation, déjà galopante dans certains pays, s'accélère. La précarité progresse, menaçant la cohésion sociale qui a longtemps fait la force du vieux continent. Pendant ce temps, la Russie s'adapte. Elle détourne ses ressources vers d'autres marchés, renforce ses liens avec la Chine, l'Inde ou encore la Turquie. Moscou garde la main sur les robinets énergétiques, démontrant une résilience inattendue. Au lieu de s'effondrer, l'économie russe trouve d'autres débouchés, parfois à un prix inférieur, mais avec des volumes qui compensent largement la perte du marché européen. Alors comment l'Europe a-t-elle pu se piéger elle-même? Pour comprendre la mécanique de cette crise, il faut remonter dans le temps, revisiter les choix stratégiques et les illusions qui ont pavé le chemin vers cette impasse. Quels paris ont été faits à Bruxelles? Pourquoi les dirigeants européens ont-ils ignoré certains signaux d'alerte, pourtant visibles pour ceux qui voulaient prendre bien les voir? L'histoire de cette dépendance commence bien avant le premier embargo. Depuis des décennies, l'Europe s'est construite sur la promesse d'une énergie bon marché, accessible et sûre. Mais à quel prix? Au fil des ans, le continent a tissé, parfois sans s'en rendre compte, une toile de relations énergétiques qui le rend vulnérable aux caprices de ses fournisseurs. Prenons le pétrole du Kazakhstan. Pendant de nombreuses années, ce pays d'Asie centrale a supplanté certains fournisseurs du Moyen-Orient, devenant un pilier énergétique pour l'Union européenne. Mais ce pétrole ne voyage pas seul. Il transite implacablement par le port russe de Novorossiysk. Ce détail, longtemps négligé, se révèle aujourd'hui explosif. Imaginons une chaîne de production automobile en Slovaquie. Les voitures ne peuvent pas quitter l'usine si le plastique ou l'acier, produits ailleurs grâce à l'énergie kazakh, viennent à manquer. Ce n'est pas de la théorie, c'est la réalité vécue par des centaines d'entreprises depuis le début de la crise. Car Moscou, en représailles au 18e train de sanctions européennes, a fermé plusieurs accès portuaires. Du jour au lendemain, une part essentielle de l'approvisionnement européen s'est évaporée. En Roumanie et en Bulgarie, le choc est immédiat. La plus grande raffinerie roumaine, quasi intégralement dépendante du brut kazakh, fonctionne au ralenti. Chaque journée d'arrêt coûte des millions d'euros et l'inquiétude s'installe chez les ouvriers comme chez les familles.
Des milliers de travailleurs attendent chaque soir de savoir si leur emploi sera toujours là le lendemain. L'onde de choc n'épargne pas les géants américains. Chevron et ExxonMobil, eux aussi sont coincés, piégés dans un réseau d'intérêts où la géopolitique rattrape la logistique. Eux non plus n'avaient pas anticipé la portée des sanctions européennes. La mécanique mondialisée et complexe qui semblait inébranlable révèle tout à coup sa fragilité. À titre de comparaison, rappelons le choc pétrolier des années 70. À l'époque, l'arrêt des livraisons de pétrole par les pays de l'OPEP avait eu des conséquences dévastatrices sur l'économie occidentale. Aujourd'hui, c'est un scénario comparable qui se dessine, mais à une échelle européenne. En frappant la Russie au portefeuille, l'Europe découvre qu'elle a miné ses propres fondations. Les sanctions se retournent contre leurs auteurs. Raffineries à l'arrêt, usines menacées, envolée des prix. Pour l'industrie comme pour les ménages, la facture s'alourdit. Sous la pression, la cohésion sociale vacille et la colère s'immisce dans les foyers. Des syndicats allemands, français ou polonais multiplient les grèves et les manifestations pour exiger une politique énergétique plus pragmatique. Ce bras de fer ne se joue pas qu'à Moscou ou à Bruxelles. Il bouleverse les vies, secoue la stabilité de centaines de milliers d'emplois et met à nu les contradictions européennes. Dépendance, sanctions, réalité géopolitique. Le continent vacille sur ses certitudes. À titre d'exemple, la Pologne, qui a longtemps milité pour une ligne dure contre la Russie, se retrouve elle-même confrontée à la hausse du prix du gaz et à la colère de ses agriculteurs, qui voient leurs coûts exploser. Mais la crise ne se limite pas au flux de pétrole ou aux statistiques. Elle s'infiltre dans le tissu des économies locales, désorganise des villes entières et fissure le pacte social européen. À Athènes, Lisbonne ou Budapest, des commerces ferment en faute de clients. Des hôpitaux doivent réduire leur chauffage pour économiser l'énergie. Ce qui se profile, ce n'est plus seulement une crise énergétique, mais un risque systémique pour le modèle européen. Comment l'Union va-t-elle résister à ces secousses et préserver ce qui la rend forte? Pour le comprendre, il faut plonger dans la réalité de certaines villes, symboles de cette dépendance énergétique, à commencer par Schwedt en Allemagne. À Schwedt, la survie d'une ville entière repose désormais sur une question brûlante, le retour du pétrole russe. Imaginez une cité où tout, ou presque, gravite autour d'une seule raffinerie. Depuis plus de 60 ans, ce colosse industriel fait battre le cœur de Schwedt. Près d'un habitant sur 5 y travaille directement, et des milliers de familles vivent, planifient et rêvent grâce à cette usine. Jusqu'à récemment, la raffinerie tournait presque exclusivement grâce au pétrole russe, acheminé par le mythique oléoduc Droujba. Mais avec la guerre en Ukraine et la pluie de sanctions décidées à Bruxelles, le flux s'est tari. Résultat, une peur sourde qui s'infiltre partout. Dans les rues, dans les foyers, dans les conversations feutrées du matin. Comment survivre sans cette manne venue de l'Est? Ici, personne n'applaudit le conflit. Les habitants, marqués par le souvenir d'une Allemagne divisée, ne soutiennent ni la guerre ni une quelconque aventure militaire. Mais quand tout un tissu social menace de s'effondrer, les priorités se redessinent. L'inquiétude grandit, la désorientation gagne du terrain. Des commerces ferment, des écoles peinent à boucler leur budget, la municipalité doit faire des choix douloureux. Face à la crise, la voix des élus locaux et des industriels d'ancienne Allemagne de l'Est s'élève. Beaucoup réclament, parfois du bout des lèvres, le retour à la coopération énergétique avec la Russie. Non par idéologie, mais par nécessité vitale. Pour eux, ce n'est pas une question de géopolitique, mais de survie pure et simple. Lors des réunions publiques, les habitants expriment leur crainte de voir leur ville se transformer en une nouvelle friche industrielle, comme tant d'autres après la réunification. Cet appel résonne bien au-delà de Schwedt. Partout dans l'Est, la fracture avec l'Ouest se creuse. De nombreux Allemands de l'Est se sentent abandonnés, dépossédés par des décisions prises à Berlin ou à Bruxelles. Cette défiance nourrit le scepticisme, parfois la colère, que certains mouvements politiques extrêmes s'empressent de capter. Les tensions électrisent l'atmosphère, un vent de division souffle à nouveau sur le pays. On voit ressurgir des débats sur la répartition des richesses et la solidarité entre Länder, échos lointains des années 90. À Schwedt, il n'est plus seulement question d'emploi ou d'approvisionnement. Ce sont la paix sociale, la cohésion nationale, l'avenir industriel de régions entières et la confiance envers les institutions qui vacillent. L'Allemagne, comme d'autres pays européens, voit une partie de sa population glisser vers la défiance, voire la radicalisation. Ce phénomène rappelle celui observé lors de la crise des Gilets jaunes en France, où le sentiment d'abandon a nourri la colère et la contestation. Et la situation n'est pas unique. Du nord de l'Allemagne à la Roumanie, de la Slovaquie à la Bulgarie,
Des milliers d'emplois et d'entreprises chancellent, piégés entre les sanctions contre Moscou et la réalité brutale de la dépendance énergétique. En Hongrie, le gouvernement a dû instaurer des aides massives pour éviter une explosion sociale. En Italie, certains secteurs industriels, comme la céramique ou le verre, menacent de délocaliser leurs usines à cause du coût de l'énergie. En cherchant à sanctionner la Russie, l'Europe a fragilisé ses propres fondations. Désormais, la question n'est plus seulement de remplacer le gaz ou le pétrole, mais de préserver la paix sociale et la stabilité politique. Le risque n'a jamais paru aussi réel. Des tentatives de diversification, comme l'achat de gaz naturel liquéfié américain ou qatari, n'ont pas suffi à compenser les volumes perdus ni à stabiliser les prix. Mais Schwedt n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, révélant une crise bien plus vaste. Partout en Europe centrale et orientale, les mêmes doutes, les mêmes colères grondent. Dans la région des Sudètes, en République tchèque, des maires alertent sur la menace d'une désertification industrielle. En Pologne, certaines centrales au charbon tournent à plein régime pour compenser les coupures de gaz russe au prix d'une pollution accrue. La paix en Ukraine, ou le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, pourraient-ils vraiment rouvrir les vannes du pétrole et du gaz russe ? À l'orée d'un nouvel hiver sous tension, l'Europe se retrouve à la croisée des chemins alors que la tempête géopolitique gronde autour d'elle. Des experts rappellent que même en cas de cessez-le-feu, la confiance ne se rétablira pas du jour au lendemain. Il faudra des années pour reconstruire des relations commerciales stables. D'un côté, les appels à la souplesse se multiplient au sein de l'Union européenne. Industriels, syndicats et élus tirant la sonnette d'alarme. Sans infléchir les sanctions, l'économie risque l'étouffement. Les prix de l'énergie s'envolent, menaçant des dizaines de milliers d'emplois et précipitant de nombreuses familles dans la précarité. En Autriche, le secteur du tourisme s'inquiète pour la saison hivernale à cause du coût du chauffage. Sous la surface, la question d'une réouverture partielle des pipelines ressurgit. Certains gouvernements, comme ceux de l'Allemagne ou de la Hongrie, n'hésitent non plus à plaider pour des pourparlers pragmatiques avec Moscou. Pour eux, l'urgence de sauver l'industrie justifie de défier la ligne dure de Bruxelles, quitte à fissurer l'unité européenne. Ce débat rappelle celui des années 2000, lorsque certains pays avaient négocié des contrats bilatéraux avec la Russie au mépris des recommandations communautaires. Mais le contexte international ne facilite rien. L'éventuelle victoire de Donald Trump, qui promet de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, fascine autant qu'elle inquiète. Au Kremlin, chaque brèche européenne est vue comme une opportunité à saisir. Les Européens, eux, se déchirent entre fidélité à l'Alliance atlantique et défense de leurs intérêts nationaux. Des diplomates mettent en garde contre le risque de russification du débat public, où chaque crise est exploitée pour diviser l'Union. Face à ces hésitations, les États-Unis avancent leurs pions. Washington profite de la crise pour renforcer sa mainmise sur le marché énergétique européen, multipliant les exportations de gaz de schiste et investissant massivement dans des infrastructures stratégiques. L'Europe s'expose alors à une nouvelle dépendance, cette fois envers le géant américain. Certains analystes parlent de vassalisation énergétique. Le risque est colossal. En cédant à la pression, l'Europe pourrait perdre la maîtrise de sa politique énergétique, voir sa souveraineté rognée et servir malgré elle les ambitions de Moscou ou de Washington. Le dilemme est cruel entre survie économique immédiate et indépendance stratégique à long terme. La tentation pourrait être grande de céder à la facilité, mais l'histoire récente rappelle que chaque dépendance a son prix. L'Europe peut-elle encore reprendre la main ? Faut-il pactiser avec le Kremlin, s'ancrer davantage auprès des États-Unis, ou imaginer une troisième voie fondée sur la résilience et l'autonomie énergétique ? Les débats sur l'avenir du nucléaire, sur la relance des énergies renouvelables ou sur la mise en place de réseaux électriques intelligents prennent une urgence nouvelle. Le choix ne peut plus être repoussé. L'hiver approche et la marge de manœuvre s'amenuise pour les Européens. Chaque décision pèsera lourd sur l'avenir du continent. Comme dans les années 50, lors de la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, il s'agit de bâtir une solidarité nouvelle, adaptée aux défis d'aujourd'hui. Quelles leçons retenir pour que l'Europe ne soit plus jamais piégée par une crise énergétique mondiale ? L'expérience récente révèle une vérité inconfortable. En croyant s'affranchir de la tutelle russe, l'Europe s'est parfois enfermée dans d'autres dépendances, peut-être plus risquées ou onéreuses encore pour ses citoyens et ses industries. Première leçon, la diversification ne doit pas être un simple échange d'un fournisseur contre un autre. Tourner le dos à Moscou pour se précipiter vers Washington, Doha ou Bakou, ce n'est que déplacer la vulnérabilité.
La sécurité énergétique exige une mosaïque de partenaires, des contrats flexibles et des infrastructures agiles, capables d'absorber les chocs du marché mondial. L'Union pourrait s'inspirer de la stratégie japonaise qui a multiplié les sources d'approvisionnement après le choc pétrolier des années 70. Mais il serait fatal de s'arrêter à l'extérieur. La véritable indépendance se construit d'abord chez soi. Investir massivement dans la transition énergétique, dans le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité ou la géothermie n'est plus un luxe mais une nécessité stratégique. Moderniser les réseaux, stimuler l'innovation locale, c'est la condition pour échapper à une nouvelle forme de dépendance, cette fois envers l'Asie ou l'Amérique. La France, par exemple, a relancé des programmes nucléaires pour garantir son autonomie, tandis que l'Espagne a misé sur l'énergie solaire pour couvrir une part croissante de sa consommation. Troisième enseignement, souvent éclipsé dans les débats, l'accompagnement social. Sans politiques publiques ambitieuses, certains pans entiers de l'industrie risquent de s'effondrer. Des dizaines de milliers de travailleurs, comme les habitants de Schwedt ou de Constanta, pourraient en tout perdre. Une stratégie énergétique ne peut réussir si elle provoque la colère sociale ou la désertification industrielle. Les plans de reconversion, la formation professionnelle et l'aide à la mobilité doivent être pensés en amont, comme l'Allemagne l'a fait lors de la sortie du charbon. Enfin, il faut d'urgence ouvrir le débat démocratique autour des choix énergétiques. Trop souvent, les décisions naissent dans la précipitation ou l'opacité, générant des erreurs coûteuses. Impliquer la société civile, les entreprises et les experts, c'est garantir des arbitrages mieux compris, donc plus légitimes. Des forums citoyens, des conférences régionales et une transparence accrue sur les négociations pourraient renforcer la légitimité des décisions prises. Car sans plan ambitieux et concerté, l'Europe risque un engrenage de crise, flambée des prix, récession, perte de compétitivité, colère sociale et, à terme, marginalisation sur la scène mondiale. Le défi n'est plus seulement économique, il engage désormais la souveraineté et l'avenir même du modèle européen. L'exemple du Brexit montre combien un sentiment de perte de contrôle peut alimenter des choix radicaux et irréversibles. Face à ce dilemme, quelle voie choisir pour que l'Europe reste maîtresse de sa sécurité et de son destin énergétique ? Les prochaines années seront décisives. Des investissements massifs dans la recherche, le stockage d'énergie, la sobriété et l'efficacité énergétique pourraient y dessiner une nouvelle ère. Certains scénarios envisagent une Europe capable de produire la moitié de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 25 ans. Mais derrière ces choix se cache une question plus dérangeante encore. L'Europe a-t-elle vraiment les moyens et la volonté de reprendre le contrôle de sa destinée énergétique ? La réponse ne dépend pas que des gouvernements, mais de l'ensemble de la société européenne. Les citoyens, par leur consommation, les entreprises, par leurs innovations, et les élus, par leur courage politique, ont tous un rôle à jouer. Le moment est venu d'affronter, sans détour, les conséquences de nos choix énergétiques. Des années durant, nous avons salué chaque nouvelle sanction, convaincus de mettre Moscou à genoux. Mais derrière chaque discours victorieux, ce sont nos propres usines qui ferment, nos factures qui s'envolent et des milliers d'emplois qui s'effacent dans le silence. Rester simple spectateur, c'est accepter de voir son pouvoir d'achat s'effriter, sa sécurité professionnelle vaciller et d'affronter des hivers au coût insoutenable. Chaque foyer, chaque petite entreprise, chaque usine européenne paie aujourd'hui, de façon brutale, le prix des décisions venues de Bruxelles. Les files d'attente aux banques alimentaires, la précarité énergétique, les fermetures d'usines ne sont plus des images du passé. Les sanctions censées affaiblir la Russie deviennent un piège qui se referme sur l'Europe tout entière. Le 18e paquet, loin d'être l'arme décisive, a mis à nu notre vulnérabilité extrême. Dès que Moscou ferme le robinet, ce ne sont pas seulement les marchés qui tremblent, c'est notre quotidien qui vacille. Des raffineries immobiles, des villes inquiètes et une industrie qui lutte pour sa survie. L'Europe ne peut plus feindre d'ignorer l'évidence. Elle s'est enfermée dans une dépendance qu'elle croyait contrôler. En voulant dicter les règles, elle se retrouve à la merci des choix russes et doit désormais rivaliser avec Washington pour chaque livraison d'énergie. La souveraineté européenne, chèrement acquise au fil des siècles, est de nouveau mise à l'épreuve. Ce n'est plus seulement une question de politique étrangère. Il s'agit de souveraineté, d'emploi, de pouvoir d'achat, de dignité. Accepter ces conséquences, sans broncher, c'est laisser d'autres décider de notre futur en toute opacité. Refuser le débat, c'est tourner le dos à l'histoire et aux générations futures. Alors est-ce vraiment cela, le prix à payer ? Peut-on continuer d'applaudir tandis que tout vacille ? Ou bien est-il enfin temps d'exiger, ensemble, un débat vrai sur l'avenir énergétique européen ?
Un débat honnête, où chaque voix compte, sans tabou ni faux semblant. Un débat qui reconnaisse les erreurs du passé, mais qui dessine aussi les pistes d'un avenir plus résilient, plus solidaire, plus souverain. Refuser cette discussion, c'est abandonner notre destin. Mais y prendre part, c'est déjà commencer à le reprendre en main. Car l'histoire énergétique de l'Europe n'est pas écrite d'avance. Elle dépend de la lucidité, du courage et de la volonté de celles et ceux qui n'acceptent pas que l'avenir du continent soit dicté par la peur ou la précipitation. Oserons-nous relever le défi ? L'hiver approche, mais il n'est pas trop tard pour choisir la voie de la responsabilité et de la souveraineté